De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Précieux Rodrigue Vossanoudé, journaliste, et Jean-Marie Tallet, directeur de la fiduciaire Fiscofin. Ouvrons à présent notre grand angle. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi s'assure une présidence jusqu'en 2030. Ce 16 avril, le Parlement égyptien a voté un projet de réforme constitutionnelle. Cette révision permettra au maréchal à la retraite de se présenter pour un troisième mandat en 2024. Le peuple est appelé à approuver ou non ce texte par référendum. Les précisions de Vina Noudin. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, 64 ans, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le 16 avril, le Parlement égyptien a voté un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit une extension du mandat présidentiel de 4 à 6 ans, le prolongement du mandat présidentiel de 2 ans et la possibilité d'un troisième mandat en 2014. 531 des 596 députés ont voté pour. Ce qui me choque le plus, c'est dans un silence international qui est assourdissant. Il faut savoir qu'on est passé d'un mandat de 4 à 6 ans. Et ce qui est étonnant dans cette réforme, c'est qu'on ne tient pas compte du principe de la rétroactivité de la loi constitutionnelle. Donc les mandats que le général al-Sisi a déjà effectués ne comptent pas, ce qui finalement va lui permettre de se maintenir jusqu'en 2030. Cette réforme doit être soumise à l'approbation populaire lors d'un référendum. Les affiches promouvant ce référendum et l'amendement constitutionnel sont visibles dans les rues de la capitale. De son côté, l'opposition dénonce une répression menée à son encontre pour l'induire au silence. La petite alliance d'opposition, le bloc 25-30, a appelé les Égyptiens à rejeter cette révision. Cette réforme proposée par le président Abdel Fattah al-Sisi est une véritable dérive autocratique et l'on ne peut que dénoncer les arrestations arbitraires des principaux leaders de l'opposition démocratique. Mais il faut savoir que l'Égypte est un pays qui est ultra sécurisé, ultra militarisé. La révision constitutionnelle a également pour objectif d'augmenter le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et d'institutionnaliser le rôle politique de l'armée. Une armée considérée comme un pilier du régime. Les ONG internationales, à l'instar de Human Rights Watch, dénoncent une forme d'autoritarisme. Alors, ses voisins en Algérie et au Soudan tombent à cause de l'usure et de la longévité au pouvoir. Et là, le président Abdel Fattah al-Sisi va probablement prolonger son règne. Que reste-t-il du printemps égyptien, monsieur Tallet ? Si on prend le cas de l'Égypte, bon, c'est triste à dire parce que c'est pas quelque chose de rigolo. Et je pense qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on observe de tels phénomènes où le pouvoir finit par abrutir. C'est-à-dire qu'en gros, ceux-là qui accèdent au pouvoir, peut-être souvent sans s'y attendre, ou peut-être qu'ils l'ont rêvé pendant très longtemps, finissent par être des abrutis du pouvoir. Vous voyez, ce qui reste du printemps arabe depuis 2011, avec le coup d'État qu'il a mené en Égypte pour chasser l'ancien président et se retrouver au pouvoir, il avait dit clairement, et ça on ne le retrouve qu'en Afrique, des choses qu'on dit et qu'on ne respecte pas. On peut raconter tout ce qu'on veut, on est un vaste champ de littérature économique, de littérature politique, mais on s'en fout réellement de l'applicabilité, de l'application. Il avait dit qu'il fera un mandat plus un an, en fait une fois renouvelable. Ça ferait 4 ans 2 fois, donc 8 ans terminés en 2022, il partait. Il part. Aujourd'hui, il vous dit qu'il faut qu'il modifie la Constitution. Ça veut dire qu'il veut rester au pouvoir à vie. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des dirigeants qui veulent rester au pouvoir à vie. Et ça veut dire donc autour de lui, entre les militaires qui l'ont porté au pouvoir, en tout cas l'armée qui l'a porté au pouvoir, des clans se sont déjà créés, qui le maintiennent et qui lui disent « tu peux rester encore très longtemps ». Parce que nos intérêts, ce ne sont pas les intérêts des Égyptiens, ce ne sont pas les intérêts de l'Égypte, de l'État égyptien, de la population égyptienne, mais les intérêts de bandes d'individus qui sont privilégiés. Et c'est tout ça qui pose problème. Il n'y a qu'en Afrique que vous pouvez trouver ça. On ne modifie pas la Constitution parce qu'on veut rester plus longtemps. L'article 140 de la Constitution égyptienne dit qu'on a un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Maintenant, on veut modifier parce qu'on veut rester à vie. Et le Parlement est largement acquis au président. Parce que ce sont ses sous-fifres. Ce sont des gens qui sont là pour lui, et c'est des gens qui parlent pour lui. Vous allez voir que lui-même ne parle pas. C'est tous ceux qui sont autour de lui qui parlent. Parce que vous savez, donc chacun défend donc les intérêts, et les intérêts communs d'un certain groupe.
Et ce groupe-là n'est pas le groupe qui porte l'Égypte vers le firmament de la réussite. Monsieur Bossamdé, on est totalement à contre-courant de ce qui se passe dans la sous-région actuellement. Non, mais écoutez, le président... Un vent de liberté qui souffle et là... Non, en fait, le président, c'est une super puissance qui s'est auréolée, il s'est donné une super puissance et ça ne permet plus... il y a une prévarication des libertés d'expression, donc on ne permet plus... De manière globale. Les chaînes d'État ne diffusent qu'une seule information, c'est que tout abonde dans le même sens que ce que le président de la République veut. Et puis, il est un fin sectariste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas toute idée qui n'émane pas de lui. Oui. Il ne va pas dans son sens. Donc, quiconque qui veut dire quelque chose qui va à son encontre, on tente d'éliminer en même temps la personne. Vous auriez su que lors de la Révolution, lors de son coup d'État, on a tué des milliers. Et puis, même la communauté internationale, dans le temps, n'était pas d'accord. Oui. Mais très rapidement... Il a mené une réelle répression assez brutale contre les frères musulmans. Oui, en Afrique, ce qui se passe, c'est que même la communauté internationale se range toujours du côté du plus fort. C'est-à-dire, quand vous malmène, on malmène la population. Quelque temps, s'ils ont un peu d'intérêt avec celui qui est au pouvoir, il se range de son côté quelques jours après. Sinon, moi, je conçois très mal que quelqu'un qui ait commis de pareilles exactions soit quand même maintenu au pouvoir. Encore que c'est un général, et vous savez, un général, n'importe qui ne peut pas lui tenir. Avec la nouvelle constitution, il va donner vraiment une place centrale à l'armée dans le gouvernement. Le problème... Mais il demeure général, c'est ça même le véritable problème. Maintenant, excusez-moi, je finis tout à l'heure, c'est que le second véritable problème qui se pose, il y a pas d'opposition terrible sur le terrain pour pouvoir critiquer. L'opposition se résume sur les réseaux sociaux, quelques-uns qui sont même obligés de se cacher derrière de faux profils parce que quand tu commandes quelque chose sur les réseaux sociaux, on te persécute, on te chasse, il y a la chasse à l'homme et puis même quand les associations de défense des droits de l'homme ont réagi pour dire on malmène les êtres humains dans cette région, je crois que la voix de ces associations n'est pas entendue. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que quand vous avez le dos au mur, on dit très souvent la frustration plus frustration, ça donne une détonation. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, il réussit, il a le vent en poupe et puis il modifie la Constitution. Il se tape encore près de 12 ans de plus. Pourquoi ne pas encore modifier la Constitution après, comme l'ont fait ses prédécesseurs dans la sous-région? Mais avoir le cas de la Mauritanie, le cas de, comment ça s'appelle, de Bouteflika, je crois que ça devrait lui servir de leçon. Il va se remettre en cause s'il est intelligent. Alors, justement, c'est peut-être là la problématique qui se pose pour les populations égyptiennes, en tout cas pour la situation égyptienne. Vous avez des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui se maintiennent au pouvoir avec un système purement dictatorial. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit le pouvoir en Afrique avec une vision qui n'est que répressive. Ce n'est pas une vision constructive. Alors, ils arrivent au pouvoir, ils sèment la dictature, ils imposent la dictature, ils bâillonnent tout le monde, ils bâillonnent les avocats, les journalistes, ils bâillonnent ses opposants, ils bâillonnent tout le monde pour qu'on ne pense qu'il n'y ait qu'une pensée unique. Donc, à partir de ce moment-là, on voit à peu près ce que ça donne. Vous parlez de la communauté internationale. La communauté internationale, elle est généralement très complaisante. Et quand on dit communauté internationale, il y a quelque chose qui ne doit pas vous échapper. Quand on dit international, ça veut dire qu'en fait, c'est tous les autres États du monde entier qui se déportent vers l'Afrique. Mais à l'intérieur de cette communauté internationale, il n'y a pas l'Afrique elle-même. Ça pose un problème. Oui. La problématique, l'Afrique n'est qu'un terreau de problèmes. Et Monsieur tout ce qui arrive, c'est un véritable... c'est un dictateur. C'est pas de la stratégie. Non, c'est pas de la stratégie. Dans le sens où... Nous aurions aimé... C'est un despote. Nous aurions aimé, c'est un despote. Je parlais par rapport à la communauté internationale. Oui. Il s'est créé des alliés un peu partout. La France, par exemple, qui est un fervent défenseur des droits humains. Oui, mais la France, elle agit en défendant ses intérêts. Clairement. Ce qui est tout à fait acceptable. Chaque État doit défendre ses intérêts. Ça veut dire chaque pays africain, quel qu'il soit, avec des dirigeants qu'il a choisis lui-même ou des dirigeants qui pensent un minimum, qui ont un esprit patriotique, qui ont un minimum d'amour pour leur environnement, pour leur pays, doivent défendre aussi leurs intérêts. À ce moment-là, on fait jouer ce qu'on appelle réellement la politique. Ça veut dire l'analyse politique, la stratégie politique. Mais est-ce que vous pensez qu'on ne le critique pas vraiment parce que voilà, il a agité ce spectre du chaos libyen et à chaque fois il se présente comme le gardien du terrorisme. Il est gardien
de rien du tout. C'est la psychose du siècle actuel. Et je veux c'est ce qui brandit partout. Et non, mais il n'est gardien de rien du tout. Et quelque part, c'est comme si on le laisse un peu faire ce Il qu'il n'y veut à a cause plus de de morts ça. en Égypte. Si. Voilà. Ouais, et il n'est gardien de rien du tout. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui s'est arrogé tous les rouages, tous les systèmes, du pouvoir. Donc, à partir de ce moment, il n'a sémé que la panique. Quand on pense aujourd'hui là que il va partir, il va quitter le pouvoir en 2022, ça crée la panique dans la société égyptienne. On a peur de dire, mais qu'est-ce qu'on va, à quoi on va être livré, qu'est-ce qu'on va devenir, et ainsi de suite. Donc, il a sémé ce système-là parce que ça l'intéresse. Mais si on dit, on parle de réussite, on parle de stratégie, on parle d'intelligence, mais pour moi, ce sont des dirigeants qui manquent d'intelligence. Associez vos populations aux décisions que vous prenez, parce que c'est sur les populations que vous devez régner, que vous régnez. Alors si vous les tuez tous, si vous les bâillonnez tous, et que plus personne ne dit plus rien, et qu'il n'y a aucune population qui existe, vous allez diriger qui? Vous allez gouverner qui? Mais qui pensent un minimum à faire du bien à ces populations qui les ont aimées, et qui pensent aussi que le pouvoir n'est pas à vie. Dans sa vision des choses, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un petit mal pour un grand bien que de sacrifier vos libertés pour la sécurité. En soi, c'est le message qu'il veut envoyer. En fait, il a constitué autour de lui un clan d'individus comme dans la plupart des pays d'Afrique. C'est ce clan-là qui gère l'Égypte et qui l'oblige à rester. Il doit donc être là pour protéger les intérêts individuels de ces clans, de ce petit clan, pas des intérêts des Égyptiens de manière globale. Et il n'a pas de vision projetée pour la grande Égypte. Vous l'avez dit, il sème la peur, il sème la terreur, juste pour que dans le rang de la population, aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde est devenu un couard circonstanciel, mais toujours est-il qu'un jour, il y a surtout que ce sont des musulmans, c'est ce qui a amené la révolution. C'est qu'arrivé à un moment, ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit, bon, je préfère donner ma vie et de mourir, je préfère mourir en martyr et de sauver le peuple égyptien que de laisser le président, le dictateur continuer. Et c'est ce qui a chassé d'ailleurs Morsi. C'est ce qui a chassé Morsi. Vous savez qu'il y avait déjà des soulèvements de la population et ça a profité à Fatal Sisi et qui a opéré son putsch. Son coup d'État. Son coup d'État. Mais depuis qu'il est venu, il y a toujours des morts dans le Sinaï. Et puis, seulement que lui, il a bâillonné la presse, il y a prévarication des libertés d'expression. Du coup, la communauté internationale n'a plus un regard sur ce qui se passe réellement si ce n'est pas que par les services de renseignement que... Et les ONG, quelque part. Oui, mais c'est que c'est plus médiatisé en pompe pour montrer que ici, il y a tel soulèvement, il y a telle conflagration, il y a tel... Si vous prenez simplement son parcours, en tout cas sa présidence ou sa gouvernance depuis qu'il est là, d'avoir géré le pays, d'être en train de gérer le pays de manière autoritaire, un autoritarisme qui n'a plus de sens, c'est un aveu d'échec sur tous les plans. Que ce soit les droits de l'homme, que ce soit social, économique, c'est un aveu d'échec. C'est pas l'Égypte que les gens qui sont soulevés en 2011 pour un printemps arabe attendaient de la grande Égypte. Qu'on repart à Hosni Moubarak, voire pire même. Je ne dirais peut-être pas pire, mais en tout cas, je dirais seulement aujourd'hui, les Égyptiens sont éveillés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent aussi ce qu'ils ne voudraient pas. Mais c'est le comment se débarrasser de ces gens qui se sont arrogés à nouveau les rênes du pouvoir pour faire autre chose. En soi, il leur reste le référendum pour ça. Moi, je vous dirais que... Oui, que le peuple sera consulté. Il faut qu'ils aient la possibilité d'aller manifester, d'aller dire ce qu'ils pensent. Or, on a un pouvoir qui est devenu... qui n'est que l'arme disséminée partout. Qui n'est que l'autorité disséminée partout. Qui bâillonne tout le monde. Parce que justement, apparemment, 120 membres de partis de l'opposition ont été arrêtés ces derniers mois. Non, mais je dis, c'est parlant de ça que je dis, lui, il est pire que Hosni Moubarak, parce que Hosni Moubarak, au début de son règne, était même plus populaire et a laissé un peu la main à la population histoire de s'exprimer. Mais lui, il a embrigadé toutes sortes d'expressions. Vous ne pouvez pas parler mal du président. Vous abondez dans le même sens que le président. Et je vous dis, lui, c'est son début. Tout ce qui dérange, artistes... personnalité. Il a créé vous passez au cachot. C'est qu'il a créé une sorte de mythe pour que le pouvoir d'État ait une super puissance. C'est qu'il est devenu le prince.
que tout le monde doit pouvoir adouber. Parce que quelque part, pour lui, c'est ça, il est vraiment le seul garant de la stabilité de l'Égypte. Oui, ça ne peut pas se passer toujours comme ça. C'est ce qu'il se dit, il passe pour être le dieu de l'Égypte. Non, ça suffit. Quand vous regardez tout autour de lui, tout ce qu'il a créé, la bande qu'il a autour de lui, qu'il encadre, il y a parmi, à l'intérieur, y compris son fils. Il a un fils qui s'appelle Mahmoud Sissi, donc qui est l'un des organisateurs, qui est l'un des stratèges pour le maintenir, pour qu'il y soit à vie. Et donc, quand on voit déjà le père du fils, on voit à peu près déjà ce que ça peut préfigurer derrière. Voilà. Et ça ne dessine pas la grande Égypte rêvée par les Égyptiens de 2000 ans. On parle de communauté internationale. Qu'est-ce que l'Union africaine, là, dit, par exemple? Justement, maintenant, c'est le président de l'Union africaine. On a déjà dit qu'on parle de la communauté internationale, mais l'Afrique même, c'est que je ne sais pas cette communauté internationale interne à l'Afrique. Ce que nous faisons, on prend des décisions à la limite superficielle et il n'y a pas de courageux. Il n'y a pas de courageux pour pouvoir quand même agir. Le temps de Thomas Sankara où on prend la décision et on dit, écoute, tu respectes ça ou ça casse. Parce que ces derniers jours, il a fait le Sénégal, il est en Côte d'Ivoire, ça se passe bien. Il n'y a plus un chef de file en Afrique qui pourra quand même épauler cette Union africaine pour quand même faire passer des décisions de l'Union africaine. Et puis c'est devenu une union passoire qui n'a plus cette capacité de faire régner l'ordre sur le continent africain. Et tout le temps, c'est que les regards sont tournés vers l'ONU, vers l'Union européenne et consorts. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons quand même une union où on peut se tabler dessus, histoire de régler des crises à l'interne au sein de l'Afrique, où nous avons des armées capables. Quand nous prenons le Tchad, quand nous prenons Kagame, nous prenons le Nigeria, nous avons de l'armée où on peut contrecarrer même l'armée égyptienne et puis les faire taire. Mais toujours est-il que il n'y a pas un décideur, il n'y a pas un chantre, il n'y a pas un guide qui pourra quand même booster un peu cette union. Oui, mais ça, vous voyez, ce que vous dites là, malheureusement, c'est très révélateur, parce que l'Union africaine, en question, si elle existe réellement, m'excuse, mais ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme disait quelqu'un, ce machin-là ne sert pas, ça ne sert pas à l'Afrique, ça ne sert pas à l'Afrique. Parce que vous avez, à l'intérieur de l'Union africaine, un groupe de jeunes dirigeants africains et qui sont visionnaires. Vous avez le cas du Rwanda, par exemple, quand on sait le parcours, la trajectoire qu'a subi le Rwanda. Vous avez d'autres présidents africains qui essaient de gérer tant bien que mal, mais qui ont une vision de grandeur par rapport à l'Afrique et leur propre pays, qui se retrouvent marginalisés au sein de l'Union africaine, parce que majoritairement, vous avez des anciens caciques d'un ancien système qui n'a jamais profité à l'Afrique. Quand il se promène un peu partout en Afrique, allez, suivez bien tous ceux qu'il a visités, ce n'est pas forcément ceux-là qui font du bien à l'Afrique. Oui. Donc, quand vous regardez très bien, alors que voulez-vous attendre donc de ces gens qui, avec lui, sont à l'Union africaine, qui sont là pour l'adouber, qui sont là pour l'applaudir, et qui veuillent bien lui dire quoi? Qui quittent le pouvoir, qui ne modifient pas, alors que les mêmes sont en train de modifier. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça se passe comment? Modification de la Constitution, on ne tient pas parole de ce qu'on a dit, est-ce qu'on est mieux placé pour lui faire une remontrance, pour lui faire une leçon? Je ne pense pas. Donc à partir de là, quand on dit Union africaine, qui dépend elle-même déjà des financements internationaux d'autres pays, et naturellement des pays européens, vous voyez, ça pose problème. On se moque de nous-mêmes. L'Afrique a les moyens de se prendre en charge, de se prendre en main, de se gouverner, de se donner simplement une certaine ampleur, une certaine grandeur digne d'elle-même par ses enfants. C'est ce que je disais, il n'y a personne pour se faire la leçon quand vous prenez l'Afrique. L'Union africaine est dirigée par des présidents, donc vous voyez l'intégralité des présidents qui sont des despotes, qui sont des malfaiteurs, et donc qui va donner la leçon de morale à qui va faire la morale. Alors nous allons à nouveau marquer une courte pause, on se retrouve bientôt pour la dernière partie de cette émission.